Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le Rwanda a de nouveau déclaré devant le Conseil des Nations Unies chargé des droits de l'homme que les causes profondes de l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs se trouvent en République démocratique du Congo. Kigali a appelé à, je cite, une analyse approfondie, fin de citation, de la nature de cette insécurité. Cette déclaration a été faite à Genève, en Suisse, par l'ambassadrice Urugeni Bakuramutsa, représentante permanente du Rwanda, auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. À Genève se tient actuellement la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ouverte le 23 février et qui doit s'achever à la fin du mois de mars. L'ambassadrice Bakuramutsa a rappelé que le groupe armé FDLR, composé d'individus impliqués dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, demeure, selon Kigali, le principal facteur d'instabilité dans la région. Il a également souligné que malgré les sanctions imposées à ce groupe, ainsi que l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'FDLR continuerait de bénéficier d'un soutien du gouvernement de la RDC. Selon elle, certains de ses combattants auraient même été intégrés au sein des forces armées de la RDC et FARDC, en violation des résolutions du Conseil de sécurité. L'ambassadrice a affirmé que le démantèlement et l'éradication définitive de FDLR constituent avant tout une responsabilité de la RDC, une obligation qu'elle aurait elle-même reconnue dans le cadre des processus de médiation conduits par l'Union africaine ainsi que dans le cadre des accords de Washington. Vous suivez votre rendez-vous avec l'information sur la télévision rwandaise. Ce mardi, la Commission de l'éducation, des technologies et de la culture, des sports et de la jeunesse de la Chambre des députés du Rwanda a reçu le ministère du genre et de la promotion de la famille, MIGEPROF en sigle, pour échanger sur les défis persistants au sein de la famille rwandaise, notamment le phénomène des enfants vivant dans la rue et ceux qui ne sont pas scolarisés. La secrétaire permanente au sein du ministère, Mireille Batamuliza, a indiqué que le MIGEPROF intensifie ses efforts pour résoudre ces problématiques en partant de la cellule familiale, considérée comme le socle de l'éducation et du bien-être de l'individu. Elle a souligné que la plupart des difficultés auxquelles une personne est confrontée trouvent leur origine dans la famille, ou que si elles ne sont pas prises en charge à temps, elles peuvent devenir un fardeau pour le pays dans son ensemble. Il a également relevé que certains parents ne remplissent pas pleinement leurs responsabilités en matière d'éducation et de protection de leurs enfants. Certains donnent naissance à des enfants sans pour autant assumer convenablement leur rôle parental, une situation qui a des répercussions tant sur les enfants que sur la société. Dans le cadre du renforcement des stratégies visant une solution durable, le MIGEPROF a annoncé la préparation d'un programme dénommé Twubake Umuryango Mwiza, construisant une famille solide, destinée à former et à renforcer les capacités des citoyens dès le niveau des cellules administratives, afin de bâtir des familles fondées sur des valeurs capables et stables. Les députés membres de la Commission ont, pour leur part, insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les institutions concernées pour construire des familles solides, dotées d'une éducation de qualité, capables d'élever des enfants porteurs de valeurs et aptes à contribuer au développement du pays. Des représentants de 18 États africains, dont le Rwanda, sont réunis pour discuter de l'harmonisation de 26 normes de qualité relatives aux vêtements et aux chaussures fabriquées sur le continent. Cette initiative vise à promouvoir le commerce intra-africain des produits textiles et des chaussures made in Africa, tout en renforçant la mise en œuvre du marché commun africain. La réunion de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO en sigle, rassemble des experts chargés de finaliser le processus d'harmonisation des normes africaines de qualité concernant les textiles, le cuir et les produits connexes. Nous avons ici le comité technique sur les textiles, l'harmonisation des normes du côté textile. Et ils sont en train de travailler sur 26 normes
Et à part ça, nous avons d'autres activités au niveau du Rwanda. Là, après la réunion d'ici jeudi, et le vendredi, on va aussi donner des certificats aux produits certifiés normes africaines et dans le cadre de l'agriculture et des produits alimentaires. Et lorsque tu regardes aussi le certificat que nous allons donner aux entreprises du Rwanda, ça veut dire qu'ils peuvent commercialiser au niveau de tout le continent. Ça veut dire qu'on a 55 pays au niveau de toute l'Afrique. Et ce n'est pas seulement les pays maintenant de l'Afrique de l'Est. On peut aussi commercialiser en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, parce que tu as le certificat qui montre que tu te conformes avec les normes africaines de normalisation. Et on a des pays, on a 15 pays ici qui travaillent sur les normes textures, mais nous avons en général 100 comités techniques et qui ont déjà travaillé sur 2440 normes qui couvrent à peu près 25% des normes qu'on a besoin au niveau de la zone de libre-échange continentale. Le travail est là pour continuer. On a 75% à couvrir, mais je pense que dans 3 à 5 ans, si on continue à travailler comme on travaille ici, on pourra couvrir les 100% des normes qu'on a besoin dans la zone de libre-échange continentale. Oui, je pense que c'est facile. Si je regarde le comité ici, nous avons normalement 17 pays, mais 2 pays n'ont pas pu venir pour participer dans cette réunion. Mais en général, nous avons même des comités qui vont au-delà de 17 pays. Nous avons des comités qui ont 35 pays de participation. Ça dépend au fait de chaînes de valeur qui intéressent des pays. Je pense que si on continue la sensibilisation, normalement pour aider des entreprises, pour avoir des certificats, ça va aider. Le problème, c'est qu'en général, lorsqu'on n'aide pas le secteur privé, c'est le secteur privé qui font du commerce. C'est les entreprises qui font du commerce. Et si on essaie vraiment de cadrer notre soutien sur le secteur privé, je pense qu'on va augmenter le commerce interafricain. Et pour l'extérieur de l'Afrique, j'ai aussi discuté avec les experts et nous n'avons pas seulement le problème de la qualité. On a maintenant le problème aussi d'avoir des certificats dans le cadre de durabilité pour montrer que tes produits ont été manufacturés d'une façon durable. Et on a aussi les certificats pour couvrir les secteurs qui sont vraiment très importants au niveau du continent. Je dirais le café, je dirais le thé, je dirais l'huile de palme et d'autres, même aussi dans le cadre du cacao, comme dans les pays de l'ouest de l'Afrique. On essaie de couvrir ça parce que les pays qui commercent, qui font du commerce avec l'Europe vont avoir à démontrer qu'ils ont produit dans cette chaîne de valeur d'une façon durable. On a finalisé ces normes l'année passée et on a même entamé la mobilisation avec d'autres organismes qui sont africaines pour faire le plaidoyer avec l'Union européenne pour accepter notre marque qu'on appelle Ecomac. Ouais. Le Rwanda est en train de construire un dépôt de gaz de cuisson composé de réservoirs d'une capacité totale de 17 500 mètres cubes. Ce projet réalisé
à 70% représente un investissement estimé à 65 milliards de francs rwandais. Les infrastructures devraient permettre d'instaurer un prix uniforme du gaz sur l'ensemble du territoire et de faciliter l'accès au gaz par les ménages à faible revenu en leur proposant des quantités adaptées à leurs moyens. Jean-Benoît Michel pour les détails. C'est à Rusororo, dans le district de Gasabo, qui sont en construction 5 réservoirs de gaz capables de stocker 17 500 mètres cubes de gaz de cuisson sur un terrain de 6 hectares. Certains travaux approchent leur achèvement. Deux petits réservoirs d'une capacité de 400 mètres cubes sont déjà finalisés à 100%. Le superviseur du chantier, le Bangladien Abdul Larman, indique que sauf imprévu, le gaz commencera à y être stocké dès le mois d'avril. Ce réservoir permettra au pays de disposer d'un stock couvrant des mois de construction, contribuant ainsi à freiner la hausse des prix. Sous ces deux petites cuves seront installés 3 grands réservoirs supplémentaires d'une capacité totale de 17 100 mètres cubes. Leur construction est actuellement réalisée à 50%. Et devrait s'achever en juin. Abdul Larman est l'expert chargé du suivi des travaux de ces installations gérées par la société pétrolière SP, entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation des produits pétroliers. Le gaz sera transporté par de grands camions de 20 à 25 tonnes depuis le port jusqu'à notre centre de stockage, où il sera déchargé et conditionné. Il sera ensuite conservé dans les grands réservoirs prévus à cet effet avant d'être distribué aux clients. Nous disposerons d'une importante capacité de stockage, ce qui permettra également à d'autres compagnies de venir s'approvisionner ici. Avec 17 500 mètres cubes de réserve, nous aurons un stock suffisant, même en période de pénurie. Deuxièmement, l'achat en grande quantité fera baisser les prix. Aujourd'hui, nous importons 300 à 400 tonnes, mais demain, nous pourrons importer plus de 4000 tonnes, ce qui réduira le coût sur le marché. Certains distributeurs de gaz font beaucoup d'espoir sur de nouvelles infrastructures, notamment pour bénéficier d'un approvisionnement plus proche et à un prix plus abordable. Nibitura Jean d'Amour est le commerçant de Yes Gas Limited. Aujourd'hui, nous achetons le gaz à un prix élevé et nous sommes contraints de revendre cher. Une fois ces réservoirs opérationnels, davantage d'investisseurs pourront installer des petits dépôts dans les districts. Cela augmentera les points d'approvisionnement et fera baisser les prix. Ces attentes sont partagées par le directeur général de l'Association des importateurs et distributeurs de produits pétroliers, ASMPER, Dr Joseph Akoumounou. Il précise que ce projet est porté par cette société opérant dans le commerce du gaz et que l'État leur a accordé des exonérations fiscales afin de rendre le prix plus accessible aux consommateurs. Nous disposons déjà de réserves suffisantes d'essence et de diesel, ce qui permet à l'État de fixer les prix stables pour plusieurs mois. Il en sera de même pour le gaz. Une fois ces réservoirs achevés, personne ne pourra fixer les prix à sa guise. Ces installations constituent une réponse concrète au problème de la fluctuation des prix. Par ailleurs, d'autres projets visent à adapter l'offre et aux capacités financières des citoyens en fait que chacun puisse accéder au gaz selon ses moyens. Chaque année, le Rwanda importe environ 40 000 tonnes de gaz, pour une valeur estimée à 45 milliards de francs rwandais. Le nombre d'utilisateurs est en constante augmentation. Il représentait 5,6% de la population en 2020 contre 13% en 2024. L'objectif national est d'atteindre 38,5% d'utilisateurs de gaz d'ici 2030. Des élèves rwandais et réfugiés inscrits dans 3 écoles modèles d'enseignement technique et professionnel construites dans les districts de Kirehe et Gicumbi affirment qu'ils parviennent à créer leur propre emploi et à innover alors même qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. Ils attribuent cette réussite à la qualité élevée de la formation qui leur est dispensée. Jean-Benoît Michel pour les détails.
À l'école technique professionnelle TSS Giti, située dans le district de Gichumbi, les élèves mettent en pratique les connaissances théoriques acquises en classe. Certains travaillent en mécanique automobile, notamment sur les véhicules électriques et automatiques, tandis que d'autres s'exercent au métier de la construction. Ils utilisent des équipements modernes adaptés à leur formation. Bien que située dans les zones rurales, dans le secteur de Giti, l'école offre des conditions d'apprentissage comparables aux standards internationaux. Les élèves affirment que les compétences acquises leur ont déjà permis de commencer à générer des revenus avant même la fin de leurs études. Autrefois, dans les environs de Rutare et Giti, on ne trouvait aucun garage capable de réparer des véhicules électriques et automatiques. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer la population. En seulement 2 ans, nous avons acquis les compétences nécessaires pour les réparer ici même à Gicumbi. Je remercie d'abord le président de la République de nous avoir dotés d'un établissement aussi moderne. J'encourage les jeunes filles comme les jeunes garçons à venir étudier la technologie automobile. C'est une filière porteuse et qui peut nous mener loin et nous ouvrir de nombreuses opportunités. Cette école fait partie des enseignements modèles d'enseignement technique et professionnel qui accueillent également des élèves réfugiés. D'autres écoles similaires se trouvent dans le district de Kirehe qui abrite le camp de réfugiés de Mahama. Il s'agit notamment de TSS Musaza et de TSS Bukora, où certains élèves se préparent actuellement aux examens nationaux de fin d'études secondaires. Les apprenants expliquent que la formation pratique renforce leur préparation à affronter le marché du travail et à créer leurs propres activités. Ces 3 écoles modèles ont été implantées stratégiquement dans les districts de Kirehe, où se trouve le camp de Mahama et de Gichumbi, qui abritait auparavant le camp de réfugiés de Gihembe. Le responsable du projet, Diambere, au sein du ministère en charge de la gestion des urgences, Ngoga Frank, souligne que les compétences acquises par les Rwandais et les réfugiés favorisent l'autonomie et renforcent la cohésion sociale. La manière dont les Rwandais ont accueilli les réfugiés montre qu'ils ne les excluent pas. Ce projet a été mis en place pour promouvoir le développement de tous. Qu'on soit rwandais ou réfugiés, nous partageons les mêmes infrastructures et les mêmes opportunités. Les écoles techniques et professionnelles, TSS Giti, TSS Musaza et TSS Bukora, sont opérationnelles depuis 2 ans, 3 ans. Leur construction, incluant des équipements, a nécessité un budget d'environ 10 milliards de francs rwandais. Et pour la page sport de cette grande édition, depuis le 1er mars, les regards sont tournés vers IPRC Kichukiro pour la 3e édition du Rwanda Challenger. Et nous avons le privilège de recevoir 2 des visages marquants de ce tournoi. D'un côté, Calvin Emery, un habitué du circuit qui a côtoyé les sommets du top 150 et qui apporte toute sa puissance sur le ocre de Kigali. Et de l'autre, juste à côté, Florent Bax, en pleine ascension, qui réalise en ce début d'année 2026 des performances impressionnantes. Bienvenue, messieurs, à la grande édition. Oui, bienvenue au Rwanda aussi. Merci. Oui, alors, je vais commencer par Calvin, si vous permettez. Vous avez joué partout dans le monde. En arrivant à IPRC Kichukiro, quelle a été votre première impression? Tout d'abord, agréablement surpris. J'ai pu jouer dans pas mal de pays dans le monde, effectivement, mais notamment en Afrique. Et je pense que c'est bien l'un des tournois qui m'a le plus séduit dans le continent africain, de par son organisation, mais aussi la propreté du pays et l'accueil des gens ici. Franchement, je me sens vraiment bien, donc ça fait plaisir. Oui, d'accord. Florent, vous vivez actuellement des moments forts dans votre carrière parce que cette année a bien commencé. Vous ne cessez de grimper dans le classement. Est-ce que les conditions de jeu ici à Kigali favorisent votre style? Oui, ici à Kigali, on est en altitude, du coup, les conditions, c'est des conditions rapides, ça gicle beaucoup sur le terrain. Moi qui m'appuie beaucoup sur mon service, ça m'avantage énormément dans le jeu, aussi avec mon coup droit aussi, donc les conditions me vont bien.
D'accord, très bien. Alors, des carrières impressionnantes, ça c'est sûr. Je vais aller à tour pour cette question. Vous avez, commençons par Calvin. Qu'est-ce qu'un tournoi comme celui de Kigali représente pour vous, participer à ce tournoi en particulier? Bah, tout d'abord, c'est le circuit secondaire que je joue toute l'année. C'est le circuit Challenger. Donc pour moi, c'est vraiment un objectif majeur, dans le sens où c'est des tournois de mon niveau, qui ne sont pas faciles pour moi à gagner, que je joue toute l'année. Donc de pouvoir avoir des tournois de ce niveau en Afrique, je trouve ça vraiment bien. Et c'est tout nouveau d'ailleurs, hein, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'il existe ce tournoi. Donc voilà, ils ont frappé fort avec un Challenger 75 et un Challenger 100 la semaine d'après. Donc voilà, ça ramène beaucoup de monde. C'est déjà la 3e édition. Donc chaque année, je vois qu'il y a de plus en plus de joueurs qui viennent. Donc c'est que les retours sont plutôt positifs. Ok, d'accord. La même question. Moi, l'organisation du tournoi, elle est top. C'est une équipe française qui organise plusieurs tournois en Afrique. Et à chaque fois, enfin quasiment tout le temps, moi je l'ai fait parce que je sais que c'est bien organisé, c'est pas tout le temps le cas. Du coup, et jouer en Afrique, moi je suis originaire de La Réunion, c'est pas très très loin et du coup ça me fait toujours plaisir de venir ici, quoi. D'accord. Alors pour ceux qui ne comprennent peut-être pas complètement, qui ne captent pas assez ce que ça veut dire que les tournois Challenger et pourquoi est-ce que des tennismen de haut niveau comme vous y participent dans différents pays et dans les différents stops de ces tournois. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, je sais pas, de l'importance dans votre saison, disons, ou dans votre carrière en général, de participer justement à ces différents stops, où qu'ils soient? Tu veux dire? Bon, comme tu veux. Bah, tout d'abord, les challengers, en fait, c'est la seconde catégorie de tournoi professionnel, je dirais. Oui. Il y a 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est les futurs. Donc c'est pour les jeunes qui veulent se lancer. Donc ça va de non classés à, on va dire, 500, 400e mondial, qui sont déjà des classements assez impressionnants. Et ensuite, il y a la catégorie Challenger, qui est la seconde catégorie. On peut retrouver des joueurs classés entre la 400e place mondiale et la 100e place mondiale. Donc, c'est pas rien. Pour après avoir suffisamment de points et pouvoir disputer le circuit principal où on peut retrouver les Alcaraz, les Sinner, que la plupart des gens connaissent. Et donc, voilà, nous c'est une manière, c'est la porte d'entrée sur le circuit principal. Donc on n'a pas le choix de passer par là pour grappiller des points et petit à petit avoir suffisamment de points pour avoir un classement qui nous permette de jouer les gros tournois. D'accord. Alors il y a cette assumption, ce stéréotype qui est fait que pour les gens certains, disons, c'est un stéréotype, hein, j'aimerais bien le signaler, que le tennis c'est un peu un sport élitiste. Et que donc, il n'est pas accessible à tout le monde. Et parfois, les gens, ils peuvent nous voir comme maintenant et dire « Ah, est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi ?» Mais on voit un tournoi comme celui-ci, on en parlait avec l'organisateur la semaine dernière, qui dit qu'il y a aussi des activités tout autour et une entrée gratuite pour permettre à tout le monde de venir. Est-ce que c'est le genre de sport que une personne lambda peut comprendre lorsqu'il vient suivre un match, même si c'est pour la toute première fois qu'il vient voir un sport? Est-ce que c'est un sport accessible à tous, disons? Oui et non. Déjà, c'est bien que l'Afrique organise ce genre de tournoi pour que les Africains puissent voir du tennis à haut niveau, parce que c'est pas partout dans le monde qu'il y a des tournois de ce calibre-là. Après, si une personne vient sans comprendre les règles, je pense que c'est pas très difficile de les comprendre et d'apprécier le tennis, tout simplement. Et voilà. Pour moi, oui, quelqu'un peut venir apprécier le tennis sans connaître vraiment les règles. Sans nécessairement connaître les règles. Oui. D'accord, et les capter sur place. Alors, pour conclure, quels sont vos objectifs respectifs, que ce soit pour cette quinzaine, mais aussi pour le reste de la saison 2026? Mes objectifs, ils sont revus un peu chaque semaine, hein, parce que moi, j'ai souvent des objectifs très élevés, mais... Mon parcours fait qu'on le revoit à la baisse en fonction des résultats. Donc non, cette année, c'est déjà de prendre plaisir. C'est déjà un objectif pas facile à atteindre. Réussir à prendre plaisir sur chaque tournée que je fais, parce que je suis plus tout jeune, j'ai déjà 31 ans et voilà, je suis plus en fin de carrière qu'en début.
Donc j'ai vraiment envie d'avoir comme dernier souvenir, des bons souvenirs. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu à Kigali, parce qu'il y a le tournoi de Kigali, mais il y en a d'autres au même moment dans le monde. Donc c'est des choix qu'on fait. Oui. Et moi, mon choix, il s'est porté sur Kigali parce que, comme j'ai dit, c'est un pays que j'affectionne beaucoup. Je me suis toujours senti comme à la maison ici. Donc voilà, non, moi, c'est vraiment retrouver du plaisir sur le terrain. Et après, les résultats, s'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, bah, tant pis. Et je n'ai pas forcément d'objectif précis de classement. Déjà, prendre du plaisir et pouvoir m'exprimer comme je le souhaite, c'est déjà cool. Oh, c'est une bonne place où être. Hein? Oui, apprécier juste le moment, passer un agréable tournoi. Oui, et pour vous, Florent? Moi, contrairement à Kelvin, je n'ai pas connu les grands tournois, les grands chelems. Lui, il les a tous faits, je crois. Et du coup, moi, j'ai cet objectif, un rêve depuis petit, c'est de participer au grand chelem. C'est pourquoi je me lève le matin, pourquoi je travaille, c'est pour réaliser cet objectif. Et voilà, après, l'objectif de cette quinzaine, comme Kelvin et comme un peu tous les tournois, c'est prendre du plaisir. C'est très important parce qu'on fait, c'est notre métier, mais ça reste un sport, un loisir, un plaisir. Du coup, c'est la chose la plus importante quand on rentre sur le terrain. Après, parler de résultats, aller le plus loin possible. Essayer de mettre en place les choses que je travaille à l'entraînement. Enfin, voilà, essayer d'évoluer dans mon jeu match après match. Après, si je vais loin dans le tournoi, ça sera bien pour moi, mais ce n'est pas le plus important, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est sûr, tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être passé nous voir au milieu de tous les matchs qui sont en train de se passer. C'est très, très apprécié. Nous étions avec Calvin Emery et Florent Bax, qui sont tous les deux dans cette troisième édition du tournoi Rwanda Challenger. Alors, pour ceux qui aiment le tennis ou ceux qui veulent découvrir, ça se passe jusqu'au 15 mars à IPRC, Kichukiro, et c'est ouvert au grand public. Merci encore une fois. Merci à vous pour l'invitation. Oui, et c'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.